Imaginez, un missile hypersonique iranien perce les défenses du porte-avions américain le plus puissant du monde, forçant le géant des mers à battre en retraite dans les eaux tourmentées du golfe d'Oman. Des flammes dévorant une frégate iranienne amarrée au port, tandis que des sous-marins fantômes, tapis dans les profondeurs, menacent de paralyser le commerce mondial du pétrole en quelques heures. Et au milieu de ce chaos, un président américain clame victoire sur les réseaux sociaux, alors que les services de renseignement israéliens dénoncent une illusion dangereuse. Bienvenue dans le tourbillon d'une guerre navale au Moyen-Orient qui pourrait redessiner la carte du monde. Ici, sur Horizon d'Afrique, nous plongeons au cœur de cette escalade sans précédent en mars 2026, où la vérité se cache sous les vagues et les enjeux sont planétaires. Accrochez-vous, car ce que vous allez entendre pourrait changer votre vision de la géopolitique moderne. Le contexte d'une escalade inédite et les premières déclarations choc. Au cœur du Moyen-Orient, une région déjà marquée par des décennies de tensions, de conflits larvés et d'alliances fragiles, émerge en mars 2026 une confrontation qui dépasse tout ce que l'on a connu depuis la Seconde Guerre mondiale. Imaginez un scénario où les États-Unis, sous la houlette d'un président déterminé à affirmer sa suprématie, lancent une offensive massive contre l'Iran, baptisée « Opération Epic Fury ». Cette campagne n'est pas un simple échange de tirs isolés, mais une guerre ouverte, déclarée, visant directement le régime des ayatollahs à Téhéran. Les motivations ? Une accumulation de griefs, soutien présumé à des groupes terroristes, développement d'armes nucléaires en violation des accords internationaux, et des cyberattaques qui ont paralysé des infrastructures critiques aux États-Unis et en Israël. Mais au-delà des justifications officielles, c'est une bataille pour le contrôle des routes maritimes vitales, comme le détroit d'Ormuz, par où transite près de 20% du pétrole mondial. Dès les premiers jours de l'opération, les États-Unis mobilisent une armada impressionnante, destroyers lance-missiles, sous-marins nucléaires, et des porte-avions comme l'USS Abraham Lincoln et l'USS Gerald R. Ford, ces colosses flottants capables de projeter la puissance aérienne américaine à des milliers de kilomètres. Les frappes commencent par des salves de missiles de croisière Tomahawk, tirés depuis la mer d'Arabie, visant des installations militaires iraniennes en profondeur. Des bases de missiles balistiques, des centres de commandement, et surtout, la flotte navale iranienne deviennent les cibles prioritaires. Le président américain, Donald Trump, ne tarde pas à revendiquer des succès spectaculaires sur les réseaux sociaux, notamment sur X, anciennement Twitter. Dans un post viral, il annonce la destruction totale de 9 navires iraniens, qualifiant cela de « coup de maître » et de démonstration de force décisive. Selon lui, ces frappes ont neutralisé une grande partie de la menace navale iranienne, protégeant ainsi les intérêts américains et alliés dans la région. Mais qu'en est-il vraiment ? Pour comprendre l'ampleur de cette opération, il faut plonger dans les détails techniques. Les missiles Tomahawk, avec leur portée de plus de 1600 km et leur précision guidée par GPS, permettent des attaques chirurgicales sans exposer les pilotes à des risques immédiats. Ajoutez à cela des bombardements aériens massifs impliquant des F-35 furtifs et des B-52 Stratofortress, capables de larguer des bombes bunker-buster pour détruire des installations souterraines. L'objectif affiché est clair, démanteler les capacités militaires iraniennes, en particulier leur marine, qui repose sur une combinaison de frégates modernes, de vedettes rapides armées de missiles anti-navires, et surtout, d'une flotte de sous-marins diesel électriques de classe Kilo et Gadir, connus pour leur discrétion et leur capacité à opérer en eau peu profonde. Du côté iranien, la réponse ne se fait pas attendre. Téhéran active ses défenses anti-aériennes S-300 et S-400, acquises auprès de la Russie, et lance des contre-attaques avec des missiles balistiques Fateh 110 et des hypersoniques comme le Fatah 1, capables de voler à plus de Mach 5 et de contourner les systèmes de défense comme l'Aegis américain. 4 de ces missiles frappent l'USS Abraham Lincoln, infligeant des dommages qui forcent le porte-avions à se replier vers des eaux plus sécurisées en mer d'Arabie. Ce retrait n'est pas anodin. Il symbolise une vulnérabilité inattendue pour la marine américaine, habituée à dominer les océans sans conteste depuis la fin de la guerre froide. Les Iraniens, via leurs médias d'État, dépeignent cela comme une victoire morale, affirmant que leurs forces asymétriques, des essaims de drones kamikazes et des mines marines, compensent leur infériorité numérique. Dans ce contexte bouillonnant, les alliés entrent en scène. Israël, en première ligne face aux proxys iraniens comme le Hezbollah au Liban et les Houthis au Yémen, apporte un soutien logistique et de renseignement crucial. Des frappes aériennes israéliennes, coordonnées avec les Américains, visent des dépôts d'armes en Syrie et en Irak. Mais déjà, des fissures apparaissent dans le récit unifié. Tandis que Washington célèbre une victoire navale écrasante, les médias hébreux et les cercles sécuritaires israéliens tempèrent l'enthousiasme. Selon des sources comme Haaretz et le Jérusalem Post, seul un navire iranien, la frégate Jamaran de classe Mouj, a été confirmé coulé dans le port de Chabahar. Cette frégate, équipée de missiles surface-air C-802 et de systèmes radars avancés, représentait un atout majeur pour l'Iran,
mais sa destruction au mouillage, observée par satellites espions, ne signifie pas la fin de la menace. Des rapports non confirmés mentionnent une autre frégate plus ancienne, de classe Alvan, touchée à Konarak, avec des colonnes de fumée visibles depuis l'espace. Pourtant, les 7 autres navires revendiqués par Trump restent enveloppés de mystère. Pas de nom, pas de localisation précise, pas de preuves publiées par le CENTCOM, commandement central des États-Unis. Cette divergence n'est pas qu'une question de comptabilité. Elle révèle une fracture stratégique profonde. Les Américains, sous pression politique interne avec des élections à l'horizon, pourraient amplifier les résultats pour rassurer l'opinion publique et les marchés financiers, où les prix du pétrole ont grimpé en flèche. Israël, confronté à des menaces existentielles sur son sol, privilégie une évaluation froide et réaliste, craignant que l'optimisme excessif ne mène à un relâchement fatal. Ajoutez à cela l'implication d'autres puissances. La Grande-Bretagne déploie des destroyers type 45 dans le Golfe, la France envoie des rafales depuis des bases en Jordanie pour intercepter des drones iraniens, et même Chypre devient un pivot malgré les démentis de Nicosie. Ces pays, sous prétexte de défense collective, risquent d'élargir le conflit, transformant une guerre bilatérale en une conflagration régionale. Pour illustrer l'ampleur de cette escalade, rappelons des précédents historiques. La guerre Iran-Irak des années 1980, connue comme la guerre des tankers, avait vu des attaques sur les navires marchands, causant des centaines de victimes et perturbant l'économie mondiale. Aujourd'hui, avec des technologies hypersoniques et des cyberopérations, les enjeux sont exponentiellement plus élevés. L'Iran, fort de son expérience en guerre asymétrique, déploie des vedettes rapides suicides, armées d'explosifs, qui pourraient saturer les défenses des navires alliés. Et au centre de tout cela, les sous-marins iraniens. Une trentaine d'unités, dont des modèles russes modifiés pour opérer silencieusement, capables de poser des mines ou de lancer des torpilles à supercavitation. Ces engins, invisibles au sonar passif dans les eaux turbulentes du Golfe, représentent le véritable cauchemar pour la coalition. En résumé de cette première partie, l'opération Epic Fury n'est pas seulement une démonstration de force. C'est le déclencheur d'une chaîne de réactions qui pourrait embraser tout le Moyen-Orient. Les déclarations initiales de Trump, triomphalistes, contrastent avec la prudence israélienne, posant la question cruciale. Sommes-nous face à une victoire réelle ou à une narration politique? Passons maintenant à une analyse plus approfondie des divergences entre Washington et Tel Aviv. Les divergences entre les récits américains et israéliens, une fracture stratégique. Si la première partie nous a plongé dans le contexte global de cette crise, explorons maintenant le cœur du débat. Pourquoi les États-Unis et Israël, alliés indéfectibles, divergent-ils si radicalement sur l'évaluation des dommages infligés à la marine iranienne? Cette fracture n'est pas anecdotique. Elle met en lumière des approches fondamentalement différentes en matière de renseignement, de communication et de stratégie militaire. D'un côté, Washington, avec son appareil médiatique puissant, projette une image de domination absolue. De l'autre, Tel Aviv, habitué aux menaces permanentes, adopte une posture de réalisme brut, évitant toute complaisance. Revenons aux faits. Le CENTCOM, responsable des opérations au Moyen-Orient, publie des communiqués laconiques confirmant des frappes réussies contre des cibles navales iraniennes. Mais au-delà de la frégate Jamaran, coulée à Chabahar, un port stratégique sur la côte sud-est de l'Iran, proche du Pakistan, les détails manquent cruellement. Pas de photos satellites post-attaque pour les 8 autres navires, pas de noms comme le destroyer Sahan ou les corvettes de classe Sina, qui font partie de la flotte régulière iranienne. Trump, dans ses posts sur X, parle de « neutralisation totale », évoquant une réduction significative des capacités offensives de Téhéran. Cela s'inscrit dans une tradition américaine de « shock and awe », comme lors de l'invasion de l'Irak en 2003, où les succès initiaux étaient amplifiés pour briser le moral ennemi. En contraste, les sources israéliennes, y compris des briefings du Mossad et de l'Aman, renseignement militaire, peignent un tableau bien plus nuancé. Des médias comme INE et Israël Hayom rapportent que seuls 1 ou 2 navires ont été confirmés détruits et que la marine iranienne, gérée en partie par les gardiens de la Révolution, IRGC, conserve une masse critique de ses forces. Pourquoi cette prudence? Israël craint que l'exagération américaine ne provoque un faux sentiment de sécurité, incitant à baisser la garde face à des ripostes imminentes. Par exemple, les sous-marins de classe Gadir, petits mais nombreux, jusqu'à 20 unités, sont conçus pour des opérations côtières et pourraient bloquer le détroit d'Ormuz en minant les voies navigables. Ces engins, avec leur propulsion AIP, air indépendant de propulsion, peuvent rester submergés pendant des semaines, échappant aux détections sonars des navires alliés. Pour approfondir, examinons les méthodes de vérification. Les Américains s'appuient sur des drones de reconnaissance comme le MQ-4C Triton et des satellites KH-11 pour évaluer les dommages. Pourtant, dans un environnement saturé de brouillage électronique iranien, utilisant des technologies russes et chinoises, les confirmations visuelles sont parfois incertaines. Israël,
avec son réseau d'espions humains sur le terrain et ses liens avec des dissidents iraniens, obtient des informations plus granulaires. Des rapports indiquent que l'Iran a délibérément exposé des navires obsolètes comme appât, sacrifiant des unités de surface pour préserver ses atouts sous-marins. Cette tactique d'usure, inspirée de la guerre du Vietnam ou des stratégies chinoises en mer de Chine méridionale, vise à épuiser l'adversaire psychologiquement et économiquement. Les implications de cette divergence sont profondes. Politiquement, Trump utilise ses annonces pour consolider son base électorale, présentant l'opération comme un succès rapide contre un « axe du mal » incluant l'Iran, la Russie et la Chine. Mais en Israël, le Premier ministre et les généraux comme ceux du Tsahal insistent sur une évaluation rigoureuse. Ils soulignent que la destruction d'une frégate comme la Jamaran, bien que symbolique, coût estimé à 200 millions de dollars, ne neutralise pas les centaines de vedettes rapides du type Bogamar, armées de missiles C-701, qui pourraient lancer des attaques en SM contre des tankers. De plus, le quartier général de la marine iranienne à Bandar Abbas a été détruit, mais les commandements décentralisés des IRGC permettent une continuité des opérations. Ajoutons une couche d'analyse géopolitique. Cette fracture reflète des priorités différentes. Les États-Unis visent une victoire globale pour restaurer leur hégémonie mondiale, affaiblie par les retraits d'Afghanistan et d'Irak. Israël, quant à lui, se concentre sur des menaces immédiates, comme les transferts d'armes au Hezbollah via la Syrie. Le Liban est déjà impliqué, avec des tirs de roquettes depuis le sud, forçant Israël à mobiliser 100 000 réservistes et à déployer des systèmes Iron Dome supplémentaires. Si l'optimisme américain mène à une sous-estimation, cela pourrait ouvrir un front nord dévastateur, avec des milliers de missiles iraniens précision guidés de munitions, PGM, visant Tel Aviv. Enfin, considérons l'aspect informationnel. Dans cette guerre hybride, les fake news et la propagande jouent un rôle clé. L'Iran, via des chaînes comme Presse TV, minimise ses pertes et exagère les dommages américains, affirmant avoir endommagé gravement le Lincoln avec des missiles hypersoniques. Les États-Unis contre-attaquent avec des vidéos de frappe, mais sans preuve exhaustive. Israël, en démentant discrètement, agit comme un garde-fou, rappelant que la vérité terrain prime sur les narratifs politiques. Cette partie nous montre que derrière les missiles, c'est une bataille des perceptions qui se joue. Passons à la troisième partie pour explorer les implications militaires et les menaces sous-marines. Analyse des implications militaires et la menace sous-marine iranienne. Maintenant que nous avons dissecté les divergences narratives, penchons-nous sur les implications militaires concrètes de cette confrontation. Au-delà des déclarations, qu'est-ce que cela signifie pour les forces en présence? Cette partie se concentre sur l'analyse tactique, les technologies impliquées, et surtout, le rôle pivotal des sous-marins iraniens, qui émergent comme l'élément décisif d'une guerre qui pourrait s'éterniser. D'abord, évaluons les dommages réels. La frégate Jamaran, coulée à Chabahar, était un joyau de la marine iranienne, 94 mètres de long, armée de missiles nord anti-navires, portée 120 km, et de systèmes de défense aérienne Fire. Sa destruction, confirmée par imagerie satellite montrant un impact direct et un incendie incontrôlable, représente un coup dur moral pour Téhéran. De même, la frégate Alvan à Konarak, une relique des années 1970 mais modernisée avec des canons auto-Melara, a subi des dommages visibles avec des fumées indiquant des explosions secondaires. Cependant, ces cibles étaient statiques, amarrées, rendant les frappes relativement faciles. La vraie force iranienne réside dans sa mobilité. Une flotte de plus de 100 vedettes rapides, capable de vitesse supérieure à 50 nœuds et armée pour des attaques suicides ou en meute. Mais le véritable game changer, c'est la composante sous-marine. L'Iran possède environ 30 sous-marins, dont 3 de classe Kilo, projet 877, achetés à la Russie dans les années 1990. Ces engins, longs de 74 mètres, peuvent plonger à 300 mètres et lancer des torpilles VA, 111 Shkval à supercavitation, atteignant 200 nœuds sous l'eau. Ajoutez les 20 plus Gadir, des mini-sous-marins de 29 mètres, idéaux pour les eaux peu profondes du golfe Persique, profondeur moyenne 50 mètres. Leur signature acoustique faible, grâce à des revêtements anéchoïques, les rend difficiles à détecter par les sonars actifs des destroyers Harlech-Burke américains. Dans un scénario de déni d'accès, A2 AD, ces sous-marins pourraient poser des milliers de mines intelligentes, comme les EM-52, qui se déclenchent sur signature magnétique spécifique, bloquant le détroit d'Ormuz, une artère de 39 km de large à son point le plus étroit. Les implications pour la coalition sont alarmantes. Les porte-avions américains, vulnérables aux missiles hypersoniques iraniens, comme le Kalish Far, dérivé du Ségil, doivent opérer à distance, réduisant leur efficacité. L'attaque sur le Lincoln, avec 4 impacts causant des dommages au système radar et aux catapultes, a forcé un retrait de 200 000 nautiques, hors de portée optimale. Cela illustre un tournant historique. Pour la première fois depuis Pearl Harbor, la suprématie navale US est contestée par une puissance régionale.
Les défenses comme le Phalanx Sioux ou les missiles SM suspendent face à des salves saturées, où des dizaines de missiles arrivent simultanément. Du côté défensif, l'Iran adopte une stratégie d'usure. Les IRGC, avec leurs bases souterraines et mobiles, lancent des contre-attaques asymétriques, drones Shahed, 136 frappant des bases US à Bahreïn et aux Émirats, ou cyberattaques perturbant les communications alliées. Le silence de Téhéran sur les pertes humaines, estimées à des centaines de marins, s'inscrit dans une propagande de résilience, se concentrant sur la « vague rouge » de missiles ripostant contre des cibles israéliennes, comme des centres de renseignement à Haïfa. Les alliés régionaux compliquent le tableau. Bahreïn, hôte de la 5e flotte US, active ses défenses indépendamment, refusant d'être un simple pion. Les Émirats et le Qatar, avec leurs champs gaziers offshore, déploient des patrouilleurs pour protéger leurs installations. Mais cela expose ces monarchies à des représailles, comme des attaques outils au Yémen, soutenues par l'Iran. En Europe, la France et le Royaume-Uni renforcent leur présence. Des Mirage 2000 français en Jordanie interceptent des drones, tandis que des typhoons britanniques patrouillent depuis Chypre. Cette île, malgré les démentis, devient un hub, risquant d'attirer des missiles iraniens et d'impliquer l'UE dans le conflit. Militairement, sécuriser le détroit d'Ormuz nécessite plus que des frappes aériennes. Les analyses du Pentagone indiquent qu'une intervention terrestre, débarquements amphibies avec des marines soutenus par des chars Abrams, serait requise pour neutraliser les batteries côtières iraniennes. Cela glisserait vers une guerre totale, avec des coûts humains incalculables, potentiellement des milliers de morts, et un impact économique global, avec le pétrole à $200 le baril. Israël, prudent, met en garde contre ce scénario, préférant des opérations ciblées pour éviter un enlisement comme en Afghanistan. En conclusion de cette partie, les implications militaires soulignent que la menace sous-marine iranienne n'est pas une fiction. Elle pourrait paralyser l'économie mondiale. Tandis que Washington vise une victoire rapide, la réalité terrain impose une guerre prolongée. Dirigeons-nous vers la 4e partie pour examiner les enjeux géopolitiques et les perspectives futures. Enjeux géopolitiques, risques globaux et perspectives d'avenir. Dans cette ultime partie, élargissons notre regard aux enjeux géopolitiques de cette crise, aux risques d'embrasement mondial et aux perspectives d'avenir. Ce conflit n'est pas isolé. Il s'inscrit dans un échiquier global où puissances émergentes challengent l'ordre établi et où une erreur pourrait déclencher une 3e guerre mondiale. Géopolitiquement, l'opération épique Fury redessine les alliances. Les États-Unis, en coalition avec Israël, l'Arabie saoudite et les Émirats, visent à contenir l'influence iranienne, perçue comme une menace à la stabilité régionale. Mais l'implication de la Russie et de la Chine complique tout. Moscou, allié de Téhéran, fournit des systèmes S-400 et des conseillers militaires, voyant dans ce conflit une opportunité de distraire Washington de l'Ukraine. Pékin, dépendant du pétrole iranien, déploie des navires dans l'océan Indien pour exercice, protégeant ses intérêts dans la Belt and Road Initiative. Cela crée une architecture hybride où l'OTAN, via France et UK, affronte indirectement le bloc eurasiatique. Les risques globaux sont immenses. Une fermeture prolongée du détroit d'Ormuz causerait une récession mondiale. L'Europe, déjà fragile post-pandémie, verrait ses prix énergétiques exploser, menant à des troubles sociaux. Les marchés boursiers chutent, avec le Dow Jones perdant 15% en une semaine. Sur le plan humanitaire, des millions d'Iraniens souffrent de sanctions renforcées, tandis que des réfugiés affluent vers la Turquie et l'Europe. Le risque nucléaire plane. Si l'Iran, acculé, active son programme atomique, Israël pourrait lancer des frappes préventives, escaladant vers l'impensable. Les perspectives d'avenir dépendent de plusieurs facteurs. Si les Américains confirment plus de destruction navale, cela pourrait forcer Téhéran à négocier, via des médiateurs comme le Qatar ou Oman. Mais si les sous-marins iraniens frappent un tanker majeur, causant une marée noire, l'opinion internationale se retournerait contre l'Iran. Israël, en mobilisant pour un front multi-axe, Liban, Syrie, Gaza, prépare une guerre d'usure avec des cyberopérations comme Stuxnet 2.0 visant les centrifugeuses nucléaires. À long terme, ce conflit pourrait accélérer la transition énergétique mondiale, poussant vers les renouvelables pour réduire la dépendance au Golfe. Mais il teste aussi les limites de la dissuasion. Les hypersoniques iraniens montrent que la technologie nivelle les terrains, rendant obsolètes les doctrines passées. Alors que les eaux du Golfe d'Oman charrient encore les débris de cette bataille navale historique, une chose est claire. La guerre entre Washington, Tel Aviv et Téhéran n'est pas qu'une affaire de missiles et de navires coulés, mais un choc de civilisation qui pourrait remodeler le monde pour des générations. Les sous-marins iraniens, invisibles et implacables, symbolisent la résilience d'un régime acculé mais ingénieux, rappelant que la vraie puissance réside dans l'ombre des profondeurs plutôt que dans les feux d'artifice des frappes aériennes. Le scepticisme israélien face à l'optimisme américain n'est pas une simple querelle d'alliés. C'est un avertissement solennel contre l'illusion de victoire facile dans un monde où l'information est une arme
et où chaque tweet peut masquer une réalité bien plus sombre. Sur Horizon d'Afrique, nous continuerons à décrypter ces enjeux pour vous, car comprendre le passé et le présent est la clé pour anticiper l'avenir. Abonnez-vous, likez et partagez pour ne rien manquer de nos analyses approfondies. Restez vigilants, car le Moyen-Orient n'a pas fini de nous surprendre, et le monde entier en paiera le prix. Merci d'avoir regardé.